Tunis qui prennent en charge les femmes mères célibataires pendant la grossesse, avant l'accouchement, pendant la grossesse. Mais là, on ne le trouve pas partout et les places sont limitées. C'est des bébés. Donc voilà. Donc, mais dans certains gouvernorats, ça n'existe pas. Et donc, ça pose énormément de problèmes pour ces femmes, surtout quand elles sont rejetées par la famille ou quand elles fuient la famille et parfois la famille n'est même pas au courant. Les antécédents judiciaires, des femmes qui sortent de la prison, mais qui sont rejetées par la famille. Également, là, le ministère de la Justice estime que cette population devrait être prioritaire. Donc voilà, je ne vais pas répéter les recommandations, mais l'idée c'est que chacun défend sa population, mais parfois ils nous disent il faut éviter le double emploi. Si vous trouvez que Amal fait bien son travail par rapport aux mères célibataires, il vaut mieux ne pas prendre ce créneau. Les autres, ils disent le contraire, mais le débat continue par rapport à cette question. Je pense que c'est important par moment d'hiérarchiser et de voir. On peut toujours gérer le cas par cas, mais c'est important pour l'association de voir quelles sont les populations prioritaires, mais également, est-ce qu'on peut limiter face à des situations de vulnérabilité. Donc là, toute la difficulté, éviter le double emploi, oui, mais en même temps, ne pas oublier d'autres populations qui peuvent être dans la précarité absolue. Bon, ça, je ne vais pas le lire tout. Bon, ça par rapport à l'équipe, donc je pense que ce n'est pas très... À la fin de la journée, bon, mais le plus important, avoir une équipe expérimentée, solide, et qui respecte surtout les droits humains et l'éthique sociale. Donc ça, c'est très important. Donc ça, les recommandations des interviewés par rapport à ça. Donc par rapport au réseautage, le partenariat, c'est très important. Beaucoup d'expériences ont été citées, beaucoup est géré par l'interpersonnel et l'informel. Dans certains cas, mais je pense l'exemple de Zahrouni, donc il est allé plus dans des conventions avec des hôpitaux, et il y a des choses à regarder de ce côté pour voir quand j'ai un engagement avec l'institution, ça facilite la tâche, parce qu'il suffit que quelqu'un quitte la boîte, quelqu'un qui perd le carnet d'adresse, tout est perdu. Donc, mais bon, il y a les deux. Moi, je trouve que parfois l'interpersonnel et l'informel, pourquoi pas, mais par moment, il faut formaliser quand on travaille surtout sur des populations aussi vulnérables, elles ont besoin de beaucoup d'accompagnement. L'information et la communication, elle est très importante parce que toute la difficulté, comment on va identifier cette population. Il y a tout un travail à faire avec les partenaires, avec les sages-femmes, avec les médecins, avec les intervenants sociaux, avec les CIDIS. Il n'y a pas, on ne sait pas exactement, les urgences. La liste est longue, mais pour donner à chaque fois l'information, pas nécessairement au grand public, mais aux intervenants qui peuvent être en contact avec cette population. Parce que parfois, je prends l'exemple du centre d'art de l'association de lutte contre le cancer, il passe nécessairement par une feuille de liaison. C'est l'assistante sociale de l'hôpital qui oriente le malade vers cette structure. Si on n'a pas ça, on n'accepte pas. Il y a bien sûr, il y a des différentes expériences, mais il faut trouver la bonne formule pour ne pas avoir beaucoup de gens et des listes d'attente longues qui peuvent remettre en question la crédibilité et le sérieux de l'association. Donc, bien sûr, il y a tout un travail sur Internet, sur le dépliant, les affiches. Voilà, vous trouvez tous les détails sur ça. Bon, il y a une... Non, pas the end. On n'est pas là encore. Non, il y a... Juste, je regarde une présentation en arabe. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a des choses qui se répètent, mais je dois la regarder. Non, ce n'est pas le règlement, mais je vérifie si est-ce que j'ai tout dit ou pas. Encore 2 minutes. 2 minutes et je termine. Bon. On a... juste, là, ça. Ça, j'ai essayé dans ce document, je ne vais pas le présenter, de définir les termes de référence un peu des intervenants sociaux, quel profil à recruter par l'association. Ce n'est pas pour tout de suite, donc c'est pour après. Là, donc, c'est les différentes, un peu les termes de référence, c'est un peu les critères de sélection des personnes. L'éthique sociale, je développe toute cette partie dans ce document. Donc là, c'est les missions. Après, par là, dans ce document, je ne vais pas le lire, j'ai essayé de présenter le parcours des bénéficiaires. À partir du moment de la mobilisation, l'accueil, qu'est-ce qu'il faut faire avec le détail, je ne vais pas le présenter, ça ne vous inquiète pas, je termine avec ça. Donc,
Al-Iqama wa Taqim wal Mulahda. Non, juste vous expliquer ce que j'ai fait par rapport à mes termes de référence avec le FNIAB. Non, non, je ne vais pas le présenter. On a terminé avec ça, mais juste pour éviter les questions par la suite. Donc, un peu, qu'est-ce qu'on entend par fonctionnement de l'association? C'est d'écrire qu'est-ce qu'on va faire avec cette population à partir du premier contact jusqu'à la séparation, entre guillemets, si on peut se séparer de ces gens. Donc là, vous trouvez tous ces éléments, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, et surtout, assurer le suivi. Donc là, ce sont des gens qui peuvent revenir si on ne va pas jusqu'au bout avec cette population, avec un accompagnement personnalisé. Voilà, à la fin, je ne vais pas le lire, je me suis inspiré de vos remarques, de Centre d'orientation Zahrouni, de l'association Amal, de l'association de lutte contre le cancer, le Centre des personnes âgées, pour proposer un règlement intérieur qui reste toujours un projet. C'est un draft qui peut être amélioré avec l'évolution de le temps et par rapport également l'espace, le financement, tous les différents détails. Je renouvelle mes remerciements à tous les partenaires qui m'ont bien reçu. Je les ai harcelés par moment. J'ai demandé beaucoup d'informations, beaucoup de documents. Mais bon, ça, c'est pour donner toutes les informations nécessaires à l'association Beiti dans son projet ambitieux. Et je remercie bien entendu Leïla Joudel, qu'on a travaillé depuis longtemps ensemble. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et merci. Merci Céline. Très bien, merci. Prêt à faire une petite réception. Mais prenons le temps du débat après toutes ces présentations extrêmement intéressantes. Possibilité de travail en commun avec les habitants et les usagers de ce quartier. C'est un quartier qui se trouve, je ne sais pas si vous le repérez un peu, Sidi Ali Azouz. En fait, il n'est pas dans la Médina, c'est un espace interstitiel entre la ville traditionnelle et la ville européenne. ندخلوا له من نهج الجزيرة فما الخربة اللي يسميوها الخربة فلة الأندلس نهج سيدي علي عزوز et ensuite il y a donc à la droite il y a le et puis à la fin de la rue Sidi Ali Azouz qui ne fait pas qui est comme cette salle à la fin de cette rue qu'est-ce qu'il y a? Eh bien la rue Jama' Zitouna, il y a la plus grande artère, le cœur de la ville l'axe central de la ville traditionnelle. Donc il y a beaucoup de métiers, d'artisanat, beaucoup de librairies, beaucoup de lieux de culture et d'identité. Les hammams, les cafés, tout, il y a absolument tout. Le cordonnier, les tissages, et donc peut-être voir en quoi le quartier peut nous apporter, par exemple, Ma'allem, un maître artisan qui pourrait faire des formations peu importe, des formations, et l'association, ce qu'elle peut donner à ce quartier en termes d'emploi, en termes de contrat de travail, en termes donc de communication, mais pas que la communication parlée, la vraie communication, le vrai lien social, donc créer le vrai lien social. Voilà la première étude, donc c'est une étude urbaine. Et il y a une deuxième étude, parce que aussi, j'ai oublié de vous en parler, et Anwar m'a suggéré d'en parler, c'est de vous dire que pour nous, il est essentiel que cette unité s'autonomise du point de vue financier. Je suis très redevable à l'UNFPA et à ONU Femmes. Je vois Safé et Wissal qui sont là-bas. On est très redevable vis-à-vis des organisations internationales ou des fondations ou même des personnes privées. La générosité, disons, des personnes, mais je pense que ce n'est pas la solution. Il faut que d'ici, à la limite, dans une dizaine d'années, que ça soit de l'autogestion et de l'autofinancement. C'est la seule manière de pérenniser le projet. On sait que c'est aléatoire, les subventions. C'est bien, donc pour pousser, pour mettre en place, pour donner du courage et apporter le soutien nécessaire pour une entreprise difficile dans un premier moment. Mais, alors, l'idée de cette étude, c'est de voir comment, dans une dizaine d'années, on pourrait être autofinancé à 70%. Étant entendu, et on est d'accord avec Senim, qu'il y va aussi de la responsabilité des pouvoirs publics. Il ne s'agit pas qu'il y ait une délégation sur la société civile. Voilà la première chose qui est recherchée dans l'étude économique ou financière. Et la deuxième chose, c'est de voir quels sont les dispositifs
qui existent, donc les dispositifs existants et qui permettent et qu'on va mobiliser pour que les femmes qui viennent, les bénéficiaires, disons, de cette structure, puissent avoir des revenus propres. Quand elles le veulent, bien entendu, il ne s'agit pas non plus de capter leur vie. Hein, donc il est clair que tout se fera dans le respect le plus strict de la dignité et des choix des personnes. Voilà à peu près où on en est. Aujourd'hui, on a présenté les 2 premiers résultats. J'espère qu'on pourra présenter dans très très peu de temps les résultats des 2 autres études. Et comme vous le voyez ici, il y a énormément d'institutions, d'associations, de militants. C'est nous tous qui allons être embarqués, avec votre accord bien entendu, on va être embarqués dans cette construction si nécessaire et si périlleuse à la fois. Donc voilà, si vous voulez pour le débat, d'autres informations qui vont vous permettre de poser des questions, poser toutes vos questions. On est là pour vous répondre. Voilà. Voilà, il y a le micro. Bonjour. Présentez-vous. Hein. Oui, je suis Nédia Krafel et je voulais d'abord vous féliciter pour l'organisme, voilà, l'institution. Voilà. Indépendante. Oui, mais où? Dans quel domaine? Je suis médecin voilà. à l'hôpital. Et je félicite l'initiative et je comprends ô combien la nécessité et la pertinence de ce débat parce que travaillant dans le secteur public, j'ai affaire tous les jours à ce genre de précarité qui descend très très bas et qu'on ne suspecte pas. Donc je suis de tout cœur avec vous et à ma petite échelle, j'espère pouvoir faire le maximum, ne serait-ce que pour la prise en charge côté médical, ne serait-ce que pour faciliter l'accès. Vous parliez tout à l'heure de lettres de liaison, de contact, pour faire des ponts, justement. Mais justement, il faut qu'il existe une institution pour pouvoir faire le pont avec les hôpitaux. On fera tout ce qu'on peut pour être de l'autre côté. D'après ce que j'ai compris, Beiti est une structure qui se veut une structure d'accueil d'urgence, donc d'urgence pour les précarités les plus profondes. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est pourquoi est-ce que vous avez parlé de carambolage avec les institutions qui pourraient actuellement faire du social dans ce domaine. Il n'est pas question, à mon avis, de faire des critères de sélection ou des critères d'inclusion dans cette structure. Qu'elles soient anciennes détenues ou mères célibataires, elles sont toutes, je veux dire, c'est une étude au cas par cas sur dossier. Il n'est pas question de ne pas empiéter sur les marches ou les plates-bandes de quiconque. Quand une personne est en état de précarité ou en état de désarroi social, je pense que le critère reste au cas par cas. Donc, il n'y a pas à stigmatiser. Vous avez utilisé le mot, je vous félicite d'ailleurs pour la pertinence de votre étude sur le terrain. Pourquoi stigmatiser? Quelles sont les origines de son errance? À la limite, ça ne nous regarde pas. On est là pour une structure d'accueil, première étape. Et j'espère, comme vous en avez parlé, deuxième étape d'accompagnement. Donc leur apprendre peut-être un boulot, leur donner les moyens de se défendre seuls quand on va les rejeter dans la société. Parce que ça ne va pas être de l'assistance sociale. Ça va être une main tendue, une bouée de sauvetage pour passer à quelque chose de supplémentaire. Autre chose, vous aviez raison de parler des subventions. Il faudrait s'autonomiser. J'espère que ça pourra un jour être institutionnalisé au sein des affaires sociales. De toute façon, l'accueil, l'écoute et la visite médicale, vous avez beaucoup parlé de ces femmes-là. Vous avez beaucoup parlé des raisons qui les ont lancées dans la rue. J'espère que vous avez encore les contacts de ces gens-là et que s'il y a moyen de les aider pour aller à l'hôpital, pour un suivi, qu'elles soient enceintes ou pas, je pense qu'elles ont besoin de soins. Si vous avez besoin de communiquer, il faudrait que le pont puisse se faire et on est là pour ça vraiment. Voilà. Enda Benrjab, je représente l'association des femmes tunisiennes, les femmes juristes. Voilà. Donc, je me félicite et je félicite toutes les femmes tunisiennes de ce projet parce qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous aussi, on peut être les autres. Donc, et là, je propose que Beiti ne sera pas uniquement là pour abriter les femmes qui sont sans domicile, mais bien ouverte à toutes les autres femmes, même femmes cadres et autres. Voilà.
Beïti, j'apprécie beaucoup cette nomination qui diffère réellement avec la notion de Dari. Beïti, ça veut dire Hurmti, Emeni, la sécurité, la convivialité. Et là, c'est une arme à double tranchant. D'une part, je me dis que toute femme qui est en manque de logement peut en même temps se dire, tiens, finalement, là où j'ai où habiter. Et là, c'est une crainte que la chose ne soit pas perçue en tant que provisoire. C'est-à-dire que le logement, cette maison n'est pas faite pour abriter provisoirement les femmes qui sont en manque ou qui n'ont pas de domicile. Donc là, il faut préciser qu'il s'agit du provisoire. Et là, pour ce faire, que faire pour que ces femmes sortent de cette précarité et qu'est-ce qu'on leur prépare? Vous parliez tout à l'heure des femmes qui sont les vieilles dames qui étaient en fait des aides ménagères et qui n'ont plus de domicile vu soit le décès de leur patron ou de Feridine Sanad en fait. Là, je propose qu'il y ait un partenariat, par exemple, avec l'UTSS d'Arlojz. Donc ça fait partie des partenaires. En plus, pour ces femmes, il faut prévoir peut-être des centres, des sous-centres de formation à l'intérieur même de Beïti, pour que ces femmes-là se préoccupent de d'une, de deux, pour qu'elles aient aussi des revenus, même si c'est minime, c'est des revenus qui peuvent leur servir, et même tout en les hébergeant, on leur dit que là, vous serez un partenaire à part entière. Si aujourd'hui vous êtes abrité et vous avez bénéficié d'un accompagnement sociologique, psychologique et aussi juridique et judiciaire, certainement il y aura des cas qui auront besoin d'une assistance et d'un accompagnement judiciaire. Un autre jour, vous serez amené à aider l'équipe qui est là et vous serez un partenaire à part entière pour porter aussi, pour parler de votre expérience et d'assurer un accompagnement. La psychanalyse et d'échanges cliniques. Bon, d'abord, bravo pour tout le travail qui a été fait. Je suis impressionnée. Je voudrais juste, je suis convaincue que déjà la chose a été pensée, mais bon, comme c'est la première réunion à laquelle j'assiste, donc je dis ce que ça m'évoque. Ce que je voulais peut-être insister ou du moins relever, c'est que très souvent, dans les institutions qui gèrent la précarité, qu'elles soient pour des adolescents, les enfants ou les adultes, au moment où justement ça commence à marcher, c'est-à-dire que les personnes, les populations cibles, enfin ces femmes, vont prendre place dans l'association, dans Beïti, eh bien c'est à ce moment-là, et souvent l'équipe ne comprend pas, c'est à ce moment-là que l'agressivité et la violence s'expriment. Et très souvent, ça prend de court l'équipe, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, avec tout ce qu'elles font, ou toute la structure, eh bien tout d'un coup, les choses deviennent violentes et agressives. Et il me semble que il y a une sensibilisation et même peut-être une sorte de formation, disons, qui permet de dire que ces femmes, si aujourd'hui dans la rue elles ne sont pas agressives, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre, et que c'est justement quand elles peuvent se le permettre, c'est-à-dire se permettre d'être en colère contre ce qui leur est arrivé, et bien qu'à ce moment-là s'exprime cette colère et cette agressivité. Et très souvent, elle s'adresse justement aux personnes qui les prennent en charge. Et donc, il y a un travail qui est à faire auprès des personnes qui sont en charge de ces femmes, donc des groupes de parole, enfin à voir après, c'est des choses à mettre en place pour justement tenir compte et qu'elles ne le prennent pas pour elles-mêmes, quoi, cette colère. Et puis un autre point, c'est
très souvent, ces femmes ont vécu un certain nombre de ruptures qui se sont accumulées. Puis les ruptures, on peut les prendre depuis l'enfance d'ailleurs. Parfois, ça peut être dans une histoire personnelle, un décès, peu importe. Et très souvent, il suffit d'un événement que pour tout un chacun est anodin, c'est-à-dire, la personne avec qui j'ai le plus de liens, cette personne est malade, elle vient pas pendant une semaine. Quand elle revient, c'est la rupture totale, c'est la fugue, et on ne sait pas pourquoi. Donc, les petites ruptures deviennent des choses très importantes parce qu'elles renvoient à du traumatisme, tout simplement. Et donc, alors, la défection d'une personne, de l'équipe, etc., peut prendre des proportions importantes, et donc, souvent, il faut y être attentif. Voilà. حبيب دبابي ديريكتور دي سونتر دونكادرمون اي دورينتاسيون سوسيال الزهروني في تونس. دونك حبيت نشكر معناتها ليكيب كامله اللي الدراسه اللي تعملت معناتها الدراسات بليتو اللي تعملت خاطر بور اون فوا معناتها ان اسوسياسيون برون سو جور دينيسياتيف باش قبل ما تعمل ان بروجي تعمل معناتها دراسه ميدانيه وتتحرك وتشوف الواحد الكل سي تري امبورطون خاطر عاده ديما نسبقوا الحصيره قبل الجامع ولي شيك نتاع التجارب الاخرين الكل يبداو من هنا. احنا او على الاقل اون سالي معناتها سيت انيسياتيف لا و معناتها انا ممكن نساهم بالموقع نتاعي البسيط يعني بحكم انه المركز اللي نسيروا معناتها فيه الفئه هذه اللي توا صافي من 97 ممكن احنا عندنا برشا فئات يكومبري معناتها الوضعيه نتاع النساء هذوما اللي عندهم خصوصيه معناتها في الظروف معناتها الاستثنائيه نتاعهم. دونك نقول لو بروجي نتاع بيتي معناتها اي تري امبورطون لانه هو il va consolider معناتها لي انستيتيوشن هذوما ويكملهم كما قال سي سليم وكله هذايا راهو معناتها حتى لي انستيتيوشن اوفيسيال فما حوايج تتعمل معناتها هذيك اوتوماتيك لكن لو بليز امبورطون هو لي اسوسياسيون هو لو تيسي اسوسياتيف هو لو بليس معناتها اللي نجم نلقاوه احنا بار لا سويت لانه كما ذكرنا معناتها ساعات مين دو ريان معناتها 2 mois de loyer on peut sauver une famille mine de rien معناتها une petite intervention qui ne coûte rien mais l'essentiel معناتها pour un bon démarrage pour l'association ما تيحوش في اخطاء نتاع المؤسسات ولا لي زوتر اسوسياسيون على الاقل au moins تلقاو معناتها ان تيران بيان بريباري تلقاو معناتها يمكن احنا بدينا هكاك معناتها نصلحوا الاخطاء نتاعنا au fur et à mesure mais au moins انا je vous mets à votre disposition معناتها toute l'équipe multidisciplinaire اللي في السنتر ولا pour les stages ولا avant معناتها de lancer معناتها le programme تاعكم الكل à votre disposition لانه pour lancer معناتها un projet de cette importance يكون عندك un staff technique professionnel un travailleur social معناتها qui connaît معناتها الواحد un psychologue minimum un éducateur spécialisé un médecin un paramédical الكل هذوما ليفيكتيف هذايا راهو معناتها يعاونكم برشا خاطر لي كا اللي باش تاخذوهم سي en quelque sorte un peu des cas difficiles où il faut faire attention les cas difficiles خاطر c'est pas évident les crises اللي تجي معناتها في نصف الليل وفي ماضي ساعه والساعتين اذا كان ما عندكش ان ايكيب معناتها قويه وعندك معناتها دي فيور اللي حاضرين وعندك معناتها tout un staff اللي à tout moment peut intervenir vous risquez de trouver معناتها beaucoup de difficultés لانه ايش يلم انت البوبيلاسيون هذوما على بعضها اللي كما يقول سي سليم ساعات تلقاها مسلحه بالسكينه نتاعها احنا ساعات معناتها نعملوا ان ريغلمون كما حاجه معناتها نسميوها احنا المنظومه داخليه ولا هذه حقوقك هذه واجباتك بدون ما يدخل ونقول اذا كان عندك حوايج باغ اكزومبل سكينه ولا حوايج ممنوعه نحيهم حطهم اكوتي فو فير اتونسيون خاطر اللي كان باش يجيوك ما تعرفش عليه شنو اللي عنده ما تعرفش معناتها كل شيء وارد معناتها في الوضعيات هذوما وهما اللي عاشوه لو فيكي نتاعهم تري ديفيسيل دونك يفو فير اتونسيون معناتها في الواحد وفي البريود معناتها يفو انسيستي على ظرفيه الاقامه سي تري امبورطون لانه اللي باش يجيك معناتها تبدا عند معناتها من دي لو ديبار معناتها من لاكوي من السيرفيس داكوي اللي باش ياخذوا يبدا يخدم معاه خاطر ثم ان بروبليم دو سونتي بور كومونسي معناتها يبدا به من بعد معناتها لو سوسيال من بعد لو كوتي بسيكولوجيك بار لا سويت معناتها au fur et à mesure il y aura un projet de vie pour chaque cas يبدا هذايا واضح لانه يعني il suffit pas معناتها باش تعدي الباساج هذايا في l'association
ولا في البيرجمون نتاعها كاسكو جي بريباري بار لا سويت هي باش تخرج دونك شنو اللي حضرت لها ومعناتها او ميم طون البيريود اللي باش تعديها تكون معناتها فريمون معبيه حتى معناتها احنا عندنا ان جارغون سبيسيال نقولوا الاقامه النشيطه معناتها حتى اللي باش يعدي اون بتيت بيريود وما البارتيسيب يكون هو فاعل ما يكونش معناتها كيما نقولوا احنا يحس روحه رزين معناتها ولا الكل يملى الواحد نتاعو باش وفير مزور وجنسيست معناتها على حاجه اخرى انه ان ترافاي معناتها دو ريزو باش يكمل بعضه سي البليز امبورطون وهذايا خاطر بار لا سويت شنو لوبجيكتيف نتاعو سي لو سويفي لو بليز امبورطون سي لو سويفي سي بار لا سويت الوضعيه هذه باش تمشي الفاسيف بروي دون لا ناتور ليش حضرت لها انا من بعد السويفي نتاعها باش ما تعاودش ترجع ميرسي بونجور أحلام بالحاج نعم مثال نعم bon أحلام بالحاج je suis pédopsychiatre et je suis membre de l'association tunisienne des femmes démocrates. Je suis présidente de l'association tunisienne des femmes démocrates. Et bon, je remercie l'équipe de Beiti. C'est vrai que c'est un très beau projet et j'espère qu'on va le voir fonctionner bientôt. Donc ça va résoudre pas mal de difficultés pour plusieurs femmes. Et j'ai deux petites remarques et une question. Donc ma première remarque, c'est les stratégies d'adaptation et de résistance de ces femmes. Parce que quand on voit qu'il y a des femmes qui ont passé une dizaine d'années dans la rue, et on sait qu'une dizaine de, ce que ça veut dire être, on sait, bon, on imagine évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas et c'est très difficile de le savoir. Mais on imagine que c'est très difficile. Et personnellement, j'ai pas mal vu de gens en situation de précarité à l'hôpital Razi, parce que bon, là, on voit vraiment des gens en grande difficulté. Et j'étais toujours frappée par leur possibilité d'adaptation, tout compte fait. La situation est précaire, une mère célibataire, sans aucune ressource, sans soutien familial, et pourtant, elle est là. Elle est avec son enfant, elle est là, elle revient, elle paye la consultation des fois, elle se débrouille pour avoir un petit boulot. Et il y a des passages où elle est dans la rue, mais il y a d'autres passages. Mais quand même, c'est des gens qui arrivent à développer des stratégies d'adaptation et de résistance et de survie même. Et donc, moi, je m'adresse à vous qui étiez en contact avec ces femmes. Est-ce que ces femmes demandent un lieu d'hébergement? Parce que je sais, par exemple, dans des pays où il y a plus l'habitude des sans-abri ou l'expérience avec les sans-abri, il y a une résistance à aller dans des centres. Est-ce que ces femmes, est-ce qu'on a posé la question, est-ce qu'on a vu quelles étaient leurs demandes et est-ce que avoir un abri est quelque chose, est une demande qui émerge d'une manière claire? Ma deuxième remarque, et c'est plutôt une question, c'est par rapport aux femmes qui présentent des maladies mentales. On sait que les femmes avec maladie mentale, donc c'est des femmes qui sont assez fréquemment victimes d'un rejet familial, surtout s'il n'y a pas les parents, s'il y a un mari, un époux, un frère. Donc assez fréquemment, ces femmes sont rejetées et elles peuvent se retrouver dans la rue. Avant, à l'hôpital Razi, on les gardait, il y avait les chroniques, on appelait les chroniques. Maintenant, ça n'existe plus parce que l'institution n'a plus la possibilité de les garder. Et où sont-elles? Est-ce que vous avez retrouvé ces femmes? C'est vrai qu'il y a une nouvelle structure des affaires sociales qui héberge les chroniques, les anciens chroniques de l'hôpital Razi. Mais les nouvelles, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'il y a cette catégorie dans la rue ou pas? Voilà, je vous remercie. Pardon? Je m'arrête là. J'ai oublié. Elle a bien. Oui, merci. C'est Chérifa Ammar, citoyenne tunisienne. Bien, je n'appartiens à aucune association, mais
On dit que je suis une institution et le jeu est haïssable. Alors là, je suis venue, j'ai débarqué dans la Cité des Sciences et je suis rentrée, donc j'ai pris pratiquement le train en marche. Je tiens à vous féliciter. Et Beiti m'a frappé, cette dénomination. Pourquoi Beiti? Beiti parce que c'est je, c'est moi. Or, la famille, c'est nous. Et il me semble, parce que dans l'inconscient, on est plutôt dans le nombre, la famille. C'est pas l'individuel. Donc, je ne sais pas, mais Beitna. Donc, c'est là, c'est le lieu qui nous rassemblera, que ce soit l'handicapé, que ce soit la femme, la SDF, que ce soit celle qui n'a pas de ressources. Je ne sais, bon, c'est une proposition, mais ça m'a interpellée parce que nous, c'est la force, c'est le soutien, c'est l'envie de continuer. Parce que le jeu, parfois, moi, c'est la fatigue. Et c'est baisser les bras. Et c'est le manque de force. Et voilà, merci. Bonne chance. On va commencer à répondre en attendant s'il y a d'autres. Allez. Merci. منيا العابد محامية ناشطة حقوقية. والله نقول أنه مشروع هذايا مشروع مهم جدا، خاصة بعد 14 جانفي. نعرفوا أنه المرأة التونسية تعاني من العنف، وهذا جانب من جوانب العنف المسلط على النساء بالنسبة للنساء بدون مأوى. نحب نشكر ليكيب كاملة على المجهودات هذه، وحبيت جست في معناتها بصفة بعجالة، لأنه كنت في زيارة ميدانية لستوكهولم وفي الملاجئ، خاطر فماش ملجأ واحد، ملاجئ للنساء المعنفات. وصراحة أنا جو سوي انكور سو لو شوك، خاطر ما بعدنا موديل تري ديفلوبي متطور بدرجة معناتها مهولة. حبيت جست نفيد في استنتاج ربما عشته، وأنه المجتمع المدني في الحراك متاعه هذايا، وخاصة بالنسبة للجمعيات النسوية اللي اهتمت منذ أكثر من 30 سنة بظاهرة العنف المسلط على النساء، وهذا سيبا نزار، وأنه نشوف اليوم من المهتمات بهذا الموضوع هما اللي كانوا ناشطات في مجال العنف ضد النساء، وأنهم اليوم يحاولوا أنه يكونوا أكثر كونكريت سور لو تيران، وأنه يدخلوا في المشروع هذايا وفي المبادرة اللي اعتبرها رائدة، وهي معناتها اون بروميير في تونس. أنه راو باش يقع باش نجموا نحكيوا على إفيكاسيتي المشروع هذايا، أنه المجتمع المدني وحده ولا لو بينيفولا وحدها راهي ماهيش باش تأدي بينا الحاجة كبيرة. ولهنا نحب نأكد كونه راو الإرادة السياسية وليز انستيتيوشن إيتاتيك لازم يكونوا معناتها واعين بهذا المشروع. ولا دونك vous devez faire معناتها التوعية مش للمجتمع المدني ولا للمناضلين ولكن aussi les autorités publiques، حتى يكون معناتها الدفع متاعهم ne serait-ce que على مستوى تمويل وكذلك الجانب الأمني، لأنه لو كوتي سيكوريتير بالنسبة للزابري هذوما مهمين جدا. السؤال متاعي باش ما نطولش، السؤال متاعي quand on parle des femmes sans abri، وهذا معناتها جانب من جوانب العنف الاقتصادي هو ضد النساء، اسكو الملجأ هذايا يقع على الأقل معناتها يكون فما اكسبسيون بالنسبة للنساء المعنفات اللي عندهم ملجأ معناتها يكونوا دون لور فويي، ولكن لظروف قاسية ولانتهاكات جسيمة كسوسوا مادية ولا معنوية، أنها تحاول
تلقى ملجأ، تلقى أنا بغي حتى يتم معناتها تقبل الملجأ هذا لي كا هذوما. Est-ce que vous avez prévu أنه يكون على الأقل une cellule اللي هي une cellule d'écoute تكون معناتها على مستوى surtout أكثر من قانوني، أنه الجانب المعنوي والنفسي je crois est très très important في هذا المجال. وشكرا ومرة أخرى يعطيكم الصحة على المجهود هذا. Merci. On va commencer donc à répondre aux différentes interrogations en vous remerciant tous de votre... Oui. Bien, il reste combien? Oui, Fadel. Petite question. Non, Salwa, il y a quelqu'un derrière toi, avant toi. Pardon. C'est Sénia, Radika. Je connais. عسلامة سناء، عسلامتكم الكل. Pardon, je t'ai pas vu. C'est pas grave، ما عرفتنيش. Bon, je me... Monia نقفة. de l'association des femmes. Alors, بوسلمي منيا محامية وناشطة في الجمعية التونسية للحقوقيات. عندي الحقيقة une proposition et deux questions يتداخلوا في بعضها. أول حاجة يعطيكم الصحة لكيب بيتي كل pour ce projet اللي نعتبروه رائد في تونس، خاصة أنه les institutions والدولة والأنظمة السابقة وحتى الحالية حتى حد ما فكر في مشروع كما هذايا، خاصة إذا نعرفوا أنه العنف المسلط ضد النساء ازداد بعد 14 جانفي أكثر من اللي كان عليه قبل. لكن عندي سؤال فيما يخص لاكوي نتاع معناها الكاتيجوري نتاع النساء اللي قلتوهم توا الكل. بالنسبة للاكوي نتاعهم اسكو vous avez prévu معناها اون دات ولا معناها اجل معين لايواء النساء هذوما، خاطر نعرف اللي مشروع كيما ذا ما تنجمش باش يتواصل معناها المراه اللي باش تستقبلوها باش تقعد بدل الحياه. اسكو vous avez prévu quelque chose معناها اون دات ليميتي؟ اسكو فما بوسيبيليتي ديدي كالكوزون اللي تبدا عندها مستوى معين سواء تعليمي ولا عندها اون فورماسيون ولا ان ديبلوم، خاطر on voit beaucoup de femmes qui ont ça et qui sont sans abri. Est-ce que فما une possibilité de faire de les réintégrer في ميدان العمل مع مؤسسات ولا مع شركات ولا حاجة؟ حاجة أخرى فما بالنسبة لسنة قلت il y a 2 ans de travail معناها de travaux، le chantier va prendre 2 ans. أنا نحب نوجه une petite recommandation pour toutes les femmes ولا les associations اللي حاضرين هوني باش يتلهوا شوية باليو ان اف تي، على خاطر عندهم فضاء اللي اسمه 13 اوت ينجموا يستعملوه. علاش لا؟ معناها pour accueillir temporairement ces femmes là باش ينجموا باش ما تقعدش l'association كان في لو كوتي ادمنستراتيف وكهو. ميرسي. Si, Monia, oui. Salwa, attends, on va expliquer. Et puis on va arrêter, je crois. Oui. Juste une petite question. سلوى جيجا، تحالف من أجل نساء تونس. أنا عندي تقريب شهر ونص، أكثر شوية من شهر ونص، نشتغل مع مجموعة في حي التضامن. الأغلبية نساء لكن هم عائلات في الحقيقة، معهم وليدات صغار مرميين في دار الشباب حي التضامن. Je suis en train de les suivre de près quotidiennement pratiquement. معناتها عندي اتصال بهم. ما نعرفش إذا كان مركز الإيواء هذايا منحصر معناتها في إيواء النساء كهو، إلا كان فماش بوسيبيليتي لإيواء العائلات، لأنه فما نساء وليدات صغار وساعات معاهم الراجل اللي هو ما توا في حي التضامن ما ينجموش، الراجل ما ينجمش يخرج على خاطر كل يوم ما ينجمش يخرج يخدم، على خاطر كل يوم مهدد بأنه الأمن باش يجي يطردهم من المركز اللي هما موجودين فيه توا. ميرسي. Il faut arrêter, oui, on va arrêter. Bon, la dernière, est-ce qu'on va arrêter? On est obligé d'arrêter. Bonsoir, Hidia Phiri, présidente de l'association Saoutouna. Pardon, association Saoutouna.
Ah, ça, oui. Voilà, pour l'éducation humaine, l'éducation à la tolérance et à la non-violence. Voilà, je suis venue ce soir très contente de venir assister à votre séminaire, sauf que je voulais faire une petite remarque. Il y a 30 ans de cela, j'ai assisté à la création d'une association, Asmaha Sawt al-Tafel, qui a pris naissance, juste, peut-être certains la connaissent, Medina. J'avais 20 ans, j'ai assisté, j'étais membre fondateur. On avait pris un local, le Madrasa al-Islimaniyya. Alors je dis ce soir, Fini Sawt al-Tafel, elle existe à Nabeul, elle est très active, mais très peu à Tunis. Elle existe encore, je sais, elle existe. Je sais, elle existe encore, sauf que ce que je voudrais dire pour Baïti ou la Sawtuna ou les autres associations, il faudrait qu'on travaille de façon à former les jeunes en parallèle, toujours pour savoir qu'ils peuvent prendre la relève. Ce soir, on est convaincus, on tient le même discours, tranche d'âge 40-50 ans, c'est bien. Moi, je fais partie de cet âge-là. Mais où sont les jeunes qui vont prendre la relève? C'est bien de faire une étude et une enquête. C'est super. Mais, par exemple, en association, Sawtuna, c'est pour les enfants et génération 2030. On n'est pas rêveur. On sait qu'on va travailler pour 2030. Donc, ce que je voudrais dire ce soir. Et je termine. Je vous invite pour un colloque qui aura lieu le samedi prochain, 6 octobre, ici même, à 10h du matin, où Sawtuna a invité un représentant de chaque parti politique pour présenter son programme éducationnel. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci vraiment de votre intérêt pour le projet. Merci de vos encouragements, pour toutes vos questions qui montrent à quel point vous êtes attentifs et attentives à ce projet. On est vraiment très sensibles. Merci aux conseils, on va prendre compte de vos conseils. Ce que je voudrais, avant de donner la parole, bien entendu, Fathiya, Semira, Senim, et là il a pour répondre à certaines questions, je voudrais dire à Madame Kafel, merci Madame Kafel. Hein, c'est bien ça, Madame Kafel. Merci de l'avoir dit parce que justement, on a été très très confrontés, on a eu de grands débats au niveau de l'équipe. De grands débats parce qu'il y avait beaucoup de harcèlement sur nous, où on nous disait il faut prendre une population homogène. Il faut prendre une population homogène, parce que sinon, comment et nous, on leur disait, mais c'est pas possible, on va quand même pas faire une sélection dans la misère. S'il y a une misère, elle est la même pour tout le monde. Nous, on a un critère, on va pas prendre, bien sûr, on va pas aller de manière très très large et brasser là, mais au moins, on a un seul critère, c'est l'absence de logement. Qu'elle soit une femme âgée, sans logement parce qu'elle a été expulsée par le juge, ou une jeune en fugue, ou une femme victime de violence, ou une femme avec enfant, ou sans enfant, divorcée, pas divorcée, etc. Nous, donc, c'est répondre à toutes ces situations de détresse et d'urgence. Donc, on est d'accord, je pense que, bien entendu, on n'a pas réponse à tout. On a beaucoup de doutes qui nous traversent parce que on n'a pas encore commencé, et c'est pour ça que ça nous intéresse d'autant plus d'être avec vous, profiter de votre expérience, profiter de vos conseils, et continuer ensemble. On n'a vraiment pas de certitude. On voudrait bien faire dans le respect de la dignité, faire dans le respect de l'autonomie, faire dans la restauration du lien entre les personnes. Voilà ce qu'on voudrait faire. Maintenant, bien entendu, on reste tout à fait ouvert à toutes les propositions. Deuxième chose concernant le partenariat, bien sûr, Henda. Bien entendu, le partenariat, il est primordial. Parce qu'il ne s'agit pas d'héberger tout le monde. Il va y avoir de l'orientation. Si on ne peut pas faire quelque chose, on aura l'honnêteté de dire on ne peut pas. Parce que ça nous dépasse, parce que quand quelqu'un est très malade, on ne va pas pouvoir, il faudra l'orienter vers les hôpitaux. Si c'est une personne qui est très âgée, qui a besoin peu importe, ce qu'on ne peut pas faire, on est obligé de dire on ne peut pas le faire. Il ne s'agit pas de tout faire et de dire on fait tout, et voilà c'est tout le monde, etc., et de le faire mal, etc. Donc, il y aura le partenariat, le vrai partenariat, ça sera justement
avec des institutions de proximité. On a toujours tendance à parler des collectivités au niveau du ministère. On oublie les municipalités et on oublie leurs services sociaux et on oublie les commissariats de police. Et ça, on l'a appris avec la fréquentation de l'association Amel. Amel, leur premier partenaire, c'est le commissariat de police. C'est chez eux qu'ils vont domicilier, c'est avec eux qu'ils font les démarches pour les papiers administratifs, etc. Donc, il est clair que le partenariat va être je l'espère en tout cas, aussi bien pour les formations, les stages, les orientations, les entraides, la mutualisation des efforts, la mutualisation des moyens et des équipements. Donc, pourquoi pas tout ça? Bien entendu, on n'a pas encore exactement le projet, mais sachez que pour nos équipes, on a dit qu'il fallait qu'on ait à peu près au niveau de l'accueil, de l'équipe, de l'accueil, de l'écoute et de la présence, en tout cas de la permanence, 3 équipes qui se relayent. 3 par 8. Et ça, on l'a appris au contact des autres. C'est-à-dire que dans un premier moment, on ne savait pas, on disait voilà une seule. Et on nous a dit attention, pas une. C'est 3 personnes par jour qui se relayent. Et donc 2 équipes à la limite. Ceux qui travaillent lundi ne travaillent pas mardi, mais c'est 3 équipes parce que c'est de jour et de nuit. Donc il faut, bien sûr, avant le travail, c'est les formations, c'est les plus-values qui seront apportées par des stages auprès des associations, auprès des institutions de prise en charge, avec le contact, l'entraide. Donc tout ça, on va l'étudier. C'est-à-dire qu'on a étudié, mais on est prêt encore plus nous-mêmes à suivre des formations pour savoir comment gérer ces centres-là. Et d'ailleurs, on ne s'arrête pas uniquement à l'expérience tunisienne. Fin novembre, on va avoir un atelier international dont l'appui est assuré par le FNUAP, où on va inviter des centres d'hébergement dans d'autres aires que la Tunisie, donc le Maroc, l'Algérie, la Palestine, mais aussi l'Espagne, parce qu'ils ont des expériences très originales, les pays nordiques, donc les 3 pays nordiques, la Finlande, avec lesquels on travaille, la Finlande et le Danemark en particulier, je crois 2 seulement, et puis voir par exemple, et voir tous les aspects, aussi bien les aspects qui intéressent les personnes, la relation d'une maison de halte ou d'une maison, un abri avec les bénéficiaires, mais aussi comment gérer de la meilleure manière, même au niveau de la propreté, aussi bête que même au niveau de l'entretien quotidien, la serrure qui saute, l'ampoule qui marche plus. Donc prendre tout en charge et apprendre des autres et apprendre avec les autres. En attendant, bien entendu, de lancer le projet. Pour ce qui concerne Nedra, merci pour tes recommandations. Je pense qu'elles sont essentielles. On fait nos premiers pas. On va continuer le chemin ensemble. Par exemple, avec Amel, on a été prévenu de ces cas de violence à l'intérieur, mais on ne connaissait pas l'explication. Vous venez de nous apporter l'explication. On a été prévenu qu'il y a des cas de violence, que la violence éclate à l'intérieur une fois qu'elles sont là. Mais on ne savait pas, nous, l'explication. La prise de Semia nous faisait le constat de leur fonctionnement. Et comment, par exemple, pour nous, elle nous a dit, parmi les conseils, que les équipes devraient s'aérer un petit peu, ne pas être de faire tout sur place, parce que ça devient, pour celles qui gèrent ces choses-là, extrêmement difficile. Donc il faut y aller, il faut laisser le temps de l'aération et même de la supervision psychologique des personnes qui sont... Et donc c'est Semia qui nous a dit, donc Semia de l'association Amel pour la mère et l'enfant, pour les femmes célibataires, pour les mères célibataires, donc qui a beaucoup insisté sur ces cas de violence et c'est important. Donc pour ce qui concerne le tissu associatif, je pense que, on l'a dit, le travail en réseau, je pense que on est d'accord. Le Mojtama al-Medani kif, Monia, je pense que c'est important. Ah, voilà, pour la durée, voilà, ça c'est très important. Je crois qu'on a adopté ensemble, et je parle avec
en regardant de temps en temps un des membres de l'association. L'idée de ce centre, c'est presque de ne pas accueillir les femmes, mais de les faire sortir. Il faut déjà, avant de les accueillir, préparer la sortie. S'il n'y a pas un projet de sortie, il n'y aura pas d'accueil. Et ça sera donc, il y aura autre chose qui va s'accumuler au reste, pourquoi pas. Ça donne bonne conscience peut-être, ça aide un petit peu, c'est du dépannage, mais ce n'est pas des solutions radicales. J'espère qu'on sera dans la radicalité des solutions, donc où effectivement, une personne qui vient doit nécessairement, c'est une obligation de résultat. Et donc la période, elle doit être précisée. Maintenant, je n'ose pas dire, je ne vais pas faire comme les membres de l'ANC. Je n'ose pas dire si c'est 6 mois, ou à la 3 mois, ou à la 4 mois. Petit à petit, on va. Et pourquoi pas, même on s'est dit, pourquoi pas à la carte. Ça peut aller de 3 jours jusqu'à il faut qu'il y ait un cap. Ce n'est pas effectivement un hébergement. Et ça, ce genre de centre, c'est dans une chaîne. Ils ne peuvent pas se concevoir, c'est dans une chaîne. Une chaîne qui commence donc avec tout le travail sur la sensibilisation, la prévention, la prise de conscience, etc., jusqu'à la sortie. Donc je pense que notre mot d'ordre, c'est oui, vous êtes là, mais c'est pour sortir. Et donc, il faut être attentif, effectivement, au niveau de l'accueil. On est d'accord avec vous, c'est la Habib, que la première des choses, c'est d'être très honnête avec les personnes. Ne pas se jouer d'elles. Et ne pas jouer de la pré. Quand elle vient, elle sait que c'est pour une solution provisoire. Mais ce n'est pas une obligation de moyens, comme disent les juristes. C'est une obligation de résultat. Il faut qu'elle s'en sorte. Si elle ne s'en sort pas, bien entendu, parce que pour X raisons, c'est que vraiment, c'est nous qui avons échoué. Et je pense. Donc là, le projet est ambitieux de ce point de vue. Donc la durée maintenant, ça peut être une durée, comme pour les personnes. Donc ça peut être une durée, mais qui ne dépasse pas un temps raisonnable pour régler un certain nombre de problèmes. Si par exemple, c'est des personnes qui sont sur le plan psychologique, très détériorées, très fatiguées, etc., et qu'elles ont besoin de soins de 6 mois, ou de 9 mois, c'est les professionnels qui le diront. Bien sûr, il y a une part de professionnalisme, c'est les professionnels qui vont gérer, et c'est pas nous, nous on n'est pas des professionnels, nous on est les facilitateurs. Il y aura les équipes qui seront là, qu'on supervisera, mais c'est pas moi qui ferai l'écoute, on peut après, mais sous justement le travail d'une professionnelle, donc le bénévolat, mais sous la responsabilité des professionnels et des experts, surtout dans ce domaine où il y a de grands risques de faire du mal. Alors, et puis, bien entendu, peut-être les masmartouches, et c'est la dernière chose sur laquelle je termine, quand je dis c'est sur une chaîne, n'oublions pas le travail de VART, de lobby, de transformation des structures et des superstructures. D'accord ? Par exemple, je vais vous dire, on a été confronté dernièrement à un centre, à des associations qui font du clientélisme. Honnêtement, on l'a vu devant nous. Et je parle, tous mes amis qui ont écouté ça, qui font du clientélisme, qui jouent sur la précarité des personnes. C'est de se jouer des personnes et de jouer sur leur fragilité pour les capter leur vie et les tenir en otage en réalité. C'est vraiment des otages. Et donc, je pense que parmi les premières choses, parmi les priorités des priorités, c'est qu'il faut qu'il y ait des lois cadres de ce travail-là. On ne peut pas faire ça dans n'importe quoi. Il faut qu'il y ait du contrôle, il faut qu'il y ait de la supervision, il faut qu'il y ait de la redevabilité, il faut qu'il y ait de rendre compte de tout à des personnes qui peuvent nous le demander. C'est très très important de ne pas se sentir on a eu le cas d'un centre qui dit avoir ramassé les mots qui ont été ramassés les personnes, leur donner à manger pour faire quoi? Les marier.
معناها on a été outré. Donc maintenant, est-ce que la dernière question, maintenant si j'ai répondu à toutes les questions, j'espère avoir répondu à toutes les questions parce qu'elles sont extrêmement importantes. Une question, est-ce que quelqu'un qui sort d'un centre, voilà, qui fuit un centre, est-ce qu'il peut venir, voilà, est-ce qu'elle peut venir? Je pense que oui, parce que vous savez que le problème, maintenant il y a des études en France qui ont montré qu'il y a beaucoup de maltraitance dans les centres. Qui met dans les foyers, fait l'internat, ce qu'on disait de l'internat, ce qu'on disait de certaines choses. Il y a beaucoup de maltraitance. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup, à part, bien entendu, je ne parle pas des personnes. C'est structurel, c'est des... Donc, pourquoi pas, oui, mais bon, bien entendu, ce n'est pas la priorité. Quand quelqu'un a où aller, ce n'est pas la priorité. Et tout ça, de toute manière, on n'a pas de réponse définitive. Ça se fera au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et encore merci, merci infiniment pour vos questions. Alors... Merci. Et merci beaucoup d'être venu. On vous invite à une réception qui se passe à on va donner la parole à Noir. D'accord. C'est les mêmes, je les connais, ceux qui sortent. Je les connais, ceux qui sortent les premiers pour aller manger. Vas-y, allez-y. Oui, oui, surtout la réponse de... Oui. C'est pas grave s'il y a celles, enfin, ceux qui veulent sortir, il n'y a pas de problème. Oui, oui, bien sûr, on plaisante. On est entre amis. Non, juste comme j'ai l'impression qu'il y a plus d'interventions que des questions. Oui. Donc là, je vais essayer de balayer un peu la partie qui nous concerne. C'est-à-dire, je vais essayer un peu de donner quelques éléments de réponse. Concernant la première intervention, je ne sais pas, elle est médecin. La première intervention, elle a parlé, oui, Madame Kafel, parce qu'elle a parlé, ça l'a dérangé un peu, cette histoire de stigmatisation, en cherchant, oui, elle appréhendait un peu ce concept, mais là, rechercher les causes, ce n'est pas stigmatiser les gens. Pour nous, pour notre travail, en cherchant les causes, ça va, les origines ou les causes de l'errance, ça va nous aider à bien agir. Vous voyez? Donc là, et je pense, ça n'est aussi peut-être aller avec moi, enfin dans l'idée que l'objectif ultime de toutes ces actions, c'est l'éradication du sans-abrisme et non sa gestion. Je pense. Non, sa gestion, on va pas gérer. Je pense que notre grande action n'est pas de gérer éternellement le sans-abrisme, c'est essayer, dans un but général, ultime, peut-être utopique, je n'en sais rien, mais quand même faisable, c'est de penser à éradiquer ce phénomène. En effet, oui. En effet, c'est-à-dire, je pense qu'il vaut mieux penser à sortir du système de l'urgence par Baïti, bien sûr. Pour moi, c'est un relais, Baïti. Donc, il faudrait sortir, du système d'urgence à un système de longue durée. Un système de longue durée de logement. Ça, concernant la première question, une question, Henda, c'est juste... Ça n'arrive qu'aux autres, on est sensible aux autres. Donc, voilà, pour vous dire, même si ça n'arrive qu'aux autres, on peut toujours les aider. C'est la question de questionnement de Ahlem en parlant de la stratégie ou des stratégies d'adaptation. Il y a une grande question claire, bien claire et tout ça, pour les interviewer concernant leur stratégie et leur manière de voir l'avenir et qu'est-ce qu'elles demandent, leurs besoins, leurs attentes. En effet, on a vu tous, la majorité n'ont pas confiance en l'État, en les institutions de l'État. Ils ne trouvent pas. Concernant Sida Baby, c'est vrai parce qu'il nous a beaucoup aidés. Il faut dire aussi que la capacité d'accueil, elle n'est pas importante. Sida Baby, il en fait quelque chose. Les 45 lits à Tunis, voilà, les 36 lits à Sousse, c'est pas ça qui va, parce que 45 هو alors qu'on n'a pas, il n'y a pas eu d'études quantitatives sur ce phénomène, mais et puis je ne peux pas l'apprécier. Je dis, c'est pas des dizaines, c'est des centaines, hein, c'est des centaines. Donc là, c'est quand même l'effectif, il est énorme. Donc, les stratégies d'adaptation, c'est vrai, il faut penser à l'aide au logement, mais la question de Ahlem, c'est vrai, on sent que تقول لك نحب دويره تسكر، تقول لك نحب دار ولا بيت تسكر،
وفيها تواليت وفيها تواليت وبعد تو نخدم. C'est vrai, la majorité vise un peu le logement. Mais ce que derrière tout ça, derrière leur silence, leur hésitation à dire j'ai senti qu'il ne s'agit pas de les déraciner. Pour la plupart, les reloger sans les déraciner. On peut les aider là où ils sont. اللي دارها تحرقت ولا اللي دارها باش تطيح عليها نصلحوها لها مش نهزوها dans un logement. Donc je pense voilà et le quartier il ne s'agit pas de les déraciner, de les déloger باش نهزوهم في بقعه نعملوا لهم غيتو ما نرجعوا. Donc je pense qu'il faut pas les déraciner, il faut peut-être pour quelques cas penser à les placer ou à les replacer. Le placement et le replacement, c'est-à-dire les placer dans des familles d'accueil, si elles acceptent, s'il y a des familles d'accueil pour, par exemple, l'aide à domicile, l'aide aux personnes âgées et tout ça. Et le replacement, avec les psychiatres, les psychologues et tout ça, avec toute cette aide, je vois qu'il y a des filles qui sont, des filles ou des femmes, on peut les replacer dans leur famille. C'est-à-dire là où elle est. Donc il faut penser aussi au placement, au replacement, mais au logement sans déraciner ces personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai, je pense. Non, bon, je n'ai pas de question directe. Il y a un autre qui fonctionne. Non, par rapport à la question des critères de sélection, moi je reviens à cette question. Parce que quand on a parlé avec les différents intervenants, par exemple, la question des mineurs à éviter, parce qu'il y a d'autres procédures. On ne peut pas travailler comme ça, dire parce que nous, on accepte tout le monde, il suffit qu'elle soit dans la précarité. Parce que les mesures d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Il y a des contraintes judiciaires, juridiques, où on ne peut pas le faire. Si on opte pour les mineurs, d'accord, le ministère de la Justice trouve que les filles en conflit avec la loi qui sortent des mesures de réaction posent énormément de problèmes parce qu'elles ont été par un racolage et après elles sont rejetées par la famille et elles sont récupérées par la suite par les réseaux du commerce du sexe. Pour eux, le cheminement est clair. Si Jamaït Baïti va opter pour ça, ça demande une machine derrière ça, un travail avec les délégués de protection de l'enfance, etc. Donc il faut mettre des critères. Les critères parfois sont limitatifs, au contraire parfois il peut être plus ouvert. Je prends l'exemple des étrangers. Les étrangers, personne ne les prend en charge, c'est-à-dire en Tunisie. Par contre aujourd'hui, il y a des violations graves en matière de riposte au sida. Aujourd'hui en Tunisie, on refuse de soigner des séropositifs en Tunisie à cause d'un texte de loi. Depuis la crise libyenne, et on a eu pas mal de cas, entre autres des gens de l'Afrique subsaharienne, il y a des femmes qui sont harcelées par la police, qui seront expulsées aujourd'hui en Tunisie, et aucun organisme public aujourd'hui n'est averti ou est en train de le faire. Donc là, par exemple, l'association Baïti, elle peut recevoir des étrangères, que ce soit algériennes, de l'Afrique subsaharienne. Moi, je n'ai pas cité l'exemple, il y a aujourd'hui des mères célibataires qui viennent de la Libye. On a enregistré l'année dernière dans un gouvernorat, je ne dirais pas, il y a eu des problèmes avec le consulat libyen parce qu'on commence à recevoir des mères célibataires qui viennent accoucher en Tunisie, qui laissent leur bébé et qui quittent la Tunisie par la suite. Donc on ne peut pas dire que oui pour la précarité, mais il faut également arrêter certains critères parce que par la suite, le centre doit à chaque fois personnaliser l'accompagnement en fonction de la population. On ne peut pas avoir dans le même centre d'accueillement des travailleuses du sexe, des femmes battues, des femmes âgées, des femmes divorcées, des femmes avec des enfants. Ça peut être explosif. On a uniquement 30 places, ça va être autour de ça. Donc avoir une population très diversifiée, ça ne peut pas être géré par une seule association. Après, on va dire peut-être ça c'est plus prioritaire que d'autres. On a plus un savoir-faire dans ce domaine que d'autres. Mais si une association ouvre à toutes les populations, on peut avoir de l'alcool, de la drogue, du commerce du sexe à l'intérieur, de la violence. Et ça, si on n'a pas une équipe forte, on ne peut pas le faire ensemble. Fatiha, donc gentiment, elle me dit il faut arrêter, les gens s'ennuient. Et parce que c'est une ancienne à moi, une collègue, j'accepte donc l'ordre de Fatiha pour que je me taise. Allez, on... Madame Joudin va faire oui. la clôture. Merci Sané, parce que je ne pouvais pas finir sans féliciter réellement Baïti et l'association et tous les membres de Baïti. Bien sûr Sané en tant que présidente, mais je
je tiens à dire que c'est vrai, ils sont là, tous les membres. Je les ai vus, comment ils étaient actifs, présents à toutes les étapes de préparation. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que très souvent, dans des associations, l'association repose sur une ou deux personnes. Et là, c'est une équipe, qu'on voit qu'une équipe. Je félicite Beiti aussi pour la démarche scientifique qu'elle a adoptée. Ça, c'est très rare de voir cette démarche scientifique au niveau d'une association qui va lui permettre de se professionnaliser. C'est très important qu'une ONG se professionnalise. On a vu la précarité des associations, même si elles sont très anciennes, quand elles ne savent pas se professionnaliser et quand elles ne savent pas prendre une démarche scientifique. Alors, ils prennent le temps, toute l'équipe de Beiti prend le temps nécessaire dans cette phase préparatoire de la mise en place du centre. Ça, c'est très important et je félicite réellement Beiti, qui peut donner l'exemple. On en a parlé au début, elle dit que ça peut être un laboratoire, au fait, pour tout, pour la formation, pour la démarche scientifique qu'elle a adoptée. Ça, c'est très important. Et c'est très important parce que je vois qu'il y a des associations aujourd'hui, beaucoup d'associations, et c'est très bien. Alors, je félicite aussi Beiti pour l'ouverture. Ça, c'est très important et on ne le voyait pas. Mais ça, on le voit actuellement, maintenant, au cours de ces 2 dernières années. C'est vrai, absolument. C'est que les ONG s'ouvrent et arrivent à travailler collectivement, non seulement avec les autres associations, mais aussi avec les institutions gouvernementales. Et elle appelle, les associations appellent les institutions gouvernementales à jouer leur rôle. On l'a entendu aujourd'hui. Monia disait, il ne faut pas oublier l'État. Et ça, c'est très important. L'État a un rôle à jouer primordial. Et les associations, et Beiti, là, vous voyez comment elle a impliqué dès le premier jour le ministère des Affaires sociales. Elle a impliqué le ministère des Affaires de la femme. Elle appelle le ministère des Affaires de la femme à l'impliquer. On sait très bien que le ministère des Affaires de la femme est en train de développer un cahier de charges pour les centres d'hébergement de femmes victimes de violences. Et Beiti appelle à être présent dans cette et à donner son avis sur ce cahier de charges. Et certainement, il y a une étape, je pense que ce sera le 11 octobre pour la validation de ce cahier de charges. Et Beiti, par son expérience, collectivité. Réellement, je tenais à féliciter Beiti pour ça, parce que on voit comment cette ouverture a permis l'échange fructueux avec les autres associations et la motivation des autres associations à faire bénéficier Beiti de leur expérience, de leur travail et le travail de réseautage. Vraiment, voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup et on vous invite à la réception qu'on organise pour vous en premier étage.